Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce TEDUC, un événement donc Univers Sciences organisé par le département éducation et formation de la Cité des Sciences, en partenariat avec les cahiers pédagogiques et avec le soutien de la Maïf. Petit rappel avant de commencer, alors que vous accédez à la plateforme, le webinaire fait l'objet d'un enregistrement et sera disponible dans quelques jours en replay sur la chaîne YouTube de la Cité des Sciences. En conséquence, les personnes qui ne souhaitent pas être filmées ou enregistrées ne doivent pas allumer leur caméra au moment des questions. L'organisation du temps est la suivante. On va prendre 45 minutes de temps d'échange entre les 5 intervenants de ce soir. Et puis, vers 17h45, place à vos questions, à vous qui nous écoutez, qui participez ce soir. Et pour cela, il vous suffira de rallumer donc, votre micro et pour ceux qui le souhaitent, votre caméra pour poser votre question directement. Vous pouvez aussi utiliser l'outil de lever la main à ce moment-là, à partir de 17h45. Et j'en profite également pour vous signaler qu'une synthèse des débats de ce soir sera rédigée dans les semaines à venir et sera publiée et disponible sur le site web des TEDUC, donc le site web de la Cité des Sciences, à la page des TEDUC d'ici donc quelques semaines. Ce soir, le thème qui va nous occuper pendant cette heure et demie est l'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi IA pour aller plus vite, et sa mise en perspective avec l'apprentissage, les apprentissages, alors qu'elles soient portées au nu ou conspuées, ou en tout cas faisant l'objet peut-être de défiance. L'intelligence artificielle a pris une place importante dans l'imaginaire de nos sociétés et dans les discussions actuelles sur pas mal de sujets. En éducation notamment, on voit arriver de plus en plus d'outils qui s'appuient sur l'IA pour apprendre les langues, pour améliorer son français ou progresser en mathématiques. Ces logiciels qu'on dit intelligents offrent la promesse pour les enseignants d'arriver à mieux différencier leur travail par une individualisation plus forte des parcours d'apprentissage de leurs élèves, à travers aussi une traçabilité des étapes d'acquisition des savoirs. Alors, est-ce que cette promesse est tenue? Quelle place aujourd'hui ont ces outils à l'école? Est-ce qu'ils sont réellement utilisés et dans quelle ampleur? Et quelle place on peut leur donner justement dans l'enseignement? Comment veiller à ce que ces outils ne se substituent pas à l'enseignant ou que cette individualisation dont je parlais ne vienne pas déconstruire le groupe classe et le travail qui est fait en classe? Donc, voici quelques-unes des questions qu'on va essayer d'analyser dans ce TEDUC aujourd'hui. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir nos 5 intervenants que je vais présenter tout de suite. Éric Bruyard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Paris, directeur du laboratoire EDA, éducation, discours, apprentissage. Bienvenue à vous. À vos côtés, virtuellement, Jérémy Camponovo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant de physique-chimie au Collège international de Valbonne, membre du collectif Terra Numerica et chargé de mission à la DAN de Nice sur l'intelligence artificielle, sur ce sujet de l'intelligence artificielle. On aura l'occasion d'y revenir. Bienvenue à vous. Également avec nous ce soir, Jérôme Kirman. Bonjour. Alors, vous êtes médiateur au Palais de la Découverte et actuellement sur l'espace Étincelle pendant les travaux qui ont lieu au Palais. Bienvenue à vous. Et enfin, Charles Tiju, bonsoir, vous êtes directeur du Lutin, donc un laboratoire d'informatique qui a travaillé sur plusieurs expérimentations et propose différentes solutions autour de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Et enfin, Thierry de Vulpillère, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Je te pose des questions, tu me réponds. Est-ce que je savais que ça a commencé le webinaire? Alors, je vais demander aux participants. Bonsoir et merci de l'invitation. On a des bruits parasites. Bonsoir à vous, Thierry de Vulpillère. Donc, vous êtes CEO et cofondateur d'Evidence B, donc une société d'EdTech qui propose des solutions basées sur l'IA. Donc, pour lancer ce sujet qui va donc nous occuper au moins jusqu'à 17h45 avant les questions des participants, je voulais qu'on prenne un peu le temps de peut-être poser les termes de ce dont on va parler. Qu'est-ce qu'on entend par IA? Plusieurs d'entre vous m'ont dit en préparant cet éduc que ce terme était impropre. Et comme nous avons un médiateur scientifique dans la salle, je voulais, Jérôme Kirman, vous donner la parole, sachant que vous avez régulièrement l'occasion de proposer un exposé autour de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi?
Alors, effectivement, là, il y a une énorme confusion sur le terme qui est assez générique, qui est le fait que le nom intelligence artificielle suggère qu'il s'agit de recréer artificiellement quelque chose de similaire à l'intelligence humaine. Et en réalité, enfin, c'est clair que pour l'ensemble des chercheurs actuels, c'est pas un objectif qui est présentement visé. Il s'agit plus exactement d'automatiser certaines tâches dont on considère qu'elles requièrent de l'intelligence, c'est-à-dire de trouver quelque chose qu'on ne sait pas faire avec les ordinateurs, quelque chose que les humains font, qui peuvent parfois, même souvent, être des tâches qui sont en fait simples pour les humains, des trucs où on ne se dirait pas spontanément ça requiert de l'intelligence, par exemple se tenir debout, reconnaître le visage de quelqu'un, faire des choses comme ça. Les humains le font bien, mais quand on essaie de le faire à un ordinateur, on s'est aperçu que c'est un problème assez difficile. Et il y a eu des progrès récents, notamment depuis 2010, avec ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, qui ont permis de débloquer plein de possibilités, plein de choses qu'on ne savait pas faire avec les ordinateurs, mais qui sont toujours des tâches un petit peu individuelles, spécifiques, et qu'on fait maintenant plutôt pas mal et qui a débloqué pas mal de possibilités. Est-ce qu'on peut parler finalement d'automatisation complexe de tâches? Jérémy Camponovo, vous, comment vous présentez les choses aux enseignants que vous rencontrez dans vos formations? Alors en fait, ce qu'on leur explique, c'est que cette intelligence artificielle, elle va être là justement pour arriver à répondre avec un ordinateur à des tâches qui seraient dévolues normalement à un être humain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les algorithmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent bien, ils vont bien fonctionner sur une tâche assez précise, en fait. Avoir quelque chose de global qui va fonctionner sur beaucoup de domaines différents, c'est extrêmement difficile et on n'y arrive pas à l'heure actuelle. Donc, ce que l'on fait avec les enseignants dans mon académie, c'est les sensibiliser un petit peu à ça en leur montrant quelques activités qu'ils peuvent mener avec leurs élèves pour être sensibilisés à ces thèmes-là. Donc, on essaye de rentrer par le biais du jeu, donc le jeu d'échecs ou le jeu de Nîmes, hein, le jeu des bâtonnets qu'on peut rencontrer à Fort Boyard, par exemple. Là, généralement, ça leur parle bien. Et donc, on a développé des activités qui permettent de montrer comment une machine peut apprendre à jouer à ces jeux-là, sans forcément avoir besoin de beaucoup de matériel pour le mettre en œuvre avec les élèves. Donc, on le comprend, l'intelligence artificielle appliquée, en tout cas, c'est toujours sur des tâches très partielles. En fait, c'est toujours en tout cas une tâche très précise pour que ça fonctionne. Charles Tijoux, vous seriez d'accord avec cette définition? Oui, oui. Si on reprend de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est un terme qui est à la fois ambigu, imprécis, mais aussi bien pour l'intelligence humaine. Hein, donc une phrase que Binet et Simon, les thèses, mesures du QI, etc., hein, ce sont les psychologues. Une phrase qui n'est jamais dite, mais enfin, c'est que l'intelligence est ce que mesure mon test. Voilà, une sorte de tautologie pour dire que c'est très difficile à définir. Voilà, mais grosso modo, on peut s'accorder que c'est justement trouver des solutions et des solutions adaptées. Voilà ce qui correspond. Est-ce que vous avez un exemple d'une solution développée par le laboratoire Lutin appliquée à l'éducation pour qu'on se rende compte tout de suite de ce qui existe aujourd'hui dans les solutions proposées au lieu de peut-être fantasmer autour d'une automatisation de tâches comme ça sans exemple concret? Oui, par exemple, on a parce qu'on peut faire des diagnostics, par exemple, hein, sur ce que l'enfant, est-ce que l'élève a compris ou pas, par exemple. Hein, et ça, on peut le faire sur pour le faire sur des images, sur des textes. Et donc, l'oculométrie, c'est quelque chose qui, en laboratoire, permet de savoir si deux choses. C'est le texte qu'on présente ou c'est l'image qu'on présente ou c'est une interface est facilement compréhensible et de soumettre ça à des élèves et puis en fonction de ça, de savoir comment y remédier. Et là, une intelligence artificielle qui peut diagnostiquer ce que l'enfant a compris ou pas pour pouvoir dire comment intervenir pour favoriser les apprentissages.
Donc, j'ai un exemple que je pourrais partager, mais il me faudrait un- un- un moment pour le… Est-ce que, avant de peut-être montrer cet exemple précis, on peut préciser que ces algorithmes donc, sont basés sur un recueil de masse de données importantes, sinon ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas qui souhaite nous expliquer ça, Thierry de Villepierre peut-être, parce que je Oui. rappelle que vous êtes informaticien à la base, donc… En l'occurrence, je suis philosophe à la base. Et du coup, je vais juste dire un mot sur ce que disait Charles Tigus à propos de Binet, parce que vous attaquez sur l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est une grande métaphore. Et je vais vous donner 2 exemples concrets d'algorithmes qu'on utilise. Et effectivement, dès qu'on est au niveau macro, on va dire, il y a des débats. Et on peut en faire à l'infini. Et en fait, dans l'intelligence artificielle, c'est plutôt intelligence qui fait déjà débat plus que artificielle, parce qu'intelligence, comme Charles Tigus le voit, c'est un terme assez récent pour parler de l'esprit, de la raison. Dans l'Antiquité, dans la philosophie, c'est pas tellement le terme intelligence, c'est plutôt le logo, c'est plutôt la raison. Et dès lors qu'on parle d'intelligence, on a déjà tout réduit. Donc Binet, il en fait des échelles, etc. Mais déjà l'intelligence, je veux dire, c'est avoir déjà décru la capacité du cerveau humain. Ça, c'est le point de vue du philosophe. Sinon, sur la masse de données, en fait, pas forcément. Vous avez des algorithmes qui vont avoir besoin d'une masse de données, par exemple ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Si vous voulez sur Facebook distinguer un chat d'un camion, il faut des millions de data pour ne pas confondre les deux. En revanche, nous, ce qu'on utilise, c'est un algorithme, par exemple, qui est non supervisé, qui est un algorithme de clustering qu'on fait avec le LIPSIS, avec la Sorbonne. Et c'est un algorithme qui va, à travers les traces que laissent des élèves sur un logiciel de mathématiques qui s'appelle Adaptive Math sur le primaire, il va prendre un certain nombre de data, des élèves qui vont vite, des élèves qui cliquent à droite, qui cliquent à gauche, et donc des données qui sont presque non perceptibles pour un enseignant. Et à travers ça, il va faire des clusters, non pas des clusters de Covid, mais des clusters d'élèves dont un profil d'interaction avec le logiciel est semblable. Et donc, on va voir comme ça des élèves qui vont très vite, mais qui répondent à côté, des élèves qui n'activent jamais les leçons. Donc là, on a un type d'algorithme qui finalement, avec des datas assez délimitées sur un champ assez délimité, arrive à être efficace. L'autre algorithme qu'on utilise, c'est un algorithme qui s'appelle d'apprentissage par renforcement. Son nom savant, c'est le bandit manchot, en référence aux machines à sous. Quand vous rentrez dans un casino, vous avez plusieurs machines à sous, laquelle choisir? Eh ben, un élève face à une masse d'exercices, c'est un peu la même chose. Quel est l'exercice qui va l'aider à optimiser ses gains? Ses gains, c'est-à-dire la maîtrise qu'il va avoir de l'addition et la soustraction, en l'occurrence. C'est ça l'algorithme de bandit manchot qu'on utilise avec l'INRIA à Bordeaux. Eh bien, avec pas tant de data, c'est autour de 1000 élèves qui ont réussi à calibrer cet algorithme, ils vont réussir à mieux comprendre pourquoi tel élève va pouvoir progresser dans l'apprentissage avec tel autre exercice, alors que son voisin n'aura pas un parcours similaire. Donc, grosso modo, ces algorithmes vont permettre, si vous avez des sujets qui sont délimités, d'aider à une personnalisation relativement rapidement et relativement efficacement, parce que le champ est limité. Parce que, contrairement à ce que cherchent toute une série d'autres algorithmes, de leur reconnaissance vocale, par exemple, là, on est face à un bruit gigantesque et c'est compliqué, effectivement, sans des données massives d'y arriver. Voilà, de rapides exemples. Et Éric Bruyard, alors Oui. après je vais repasser la main entre guillemets à Charles Tivu pour qu'il nous montre peut-être son exemple le concret. Là, on est dans le cas où, appliqué à l'éducation, l'intelligence artificielle va aider à la décision, c'est ça? On est dans des assistants pédagogiques. Est-ce que ça, c'est très nouveau? Non, ça c'est pas très nouveau, hein. Mais Thierry le sait très bien, ça date des années 70, il y a eu pas mal de choses, même avant, hein. Il y a eu beaucoup de choses sur l'apprentissage adaptatif et on tient compte des données qu'on a pour voir ce qu'on va faire après. Je vais juste voulais intervenir sur les mots. Le mot déjà intelligence artificielle vient du mot intelligence qui était pris plutôt par les anglo-saxons dans le sens intelligence service. Ce n'est pas l'intelligence qu'on connaît, hein. C'est une autre notion. Et le mot qu'on utilise… Qui veut dire quoi, du coup, chez les anglo-saxons? C'est quoi la intelligence service, c'est plutôt comment dire, une forme de proximité avec quelqu'un d'autre, de mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision d'intelligence telle qu'on l'entend actuellement. Et après, ce qui était habituel dans l'intelligence artificielle, c'est le test de Turing, c'est-à-dire voir si une machine peut, à un moment, en discutant avec une machine, si on n'est pas capable de différencier si on discute avec un humain ou avec une machine. Donc, on dit à aucun moment que la machine, elle a des processus cognitifs identiques aux humains, pas du tout, hein. C'est juste qu'effectivement, elle est capable de tromper suffisamment les humains. Alors après, ce que j'entends, c'est le mot solution. Il faut se méfier, hein, ce mot solution. En fait, la technologie, souvent, apporte des soi-disant solutions à des problèmes que personne ne pose, hein, à des questions éducatives que personne ne pose.
Et de temps en temps, il y a des vraies questions éducatives et ce n'est pas sûr que ce que les gens appellent des solutions technologiques amènent effectivement les éléments. Le deuxième point, c'est que le mot « comprendre », Charles Tijus et Tian Yupi ont utilisé le mot « comprendre », je ne crois pas que la machine comprend les élèves, pas du tout. Elle prend des décisions sur des comportements et elle oriente et des comportements qui vont, s'ils sont bien renforcés, effectivement, permettre des apprentissages. Mais c'est très loin de comprendre les humains. Et il faut se méfier parce que les gens, après, vous avez parlé d'imaginaire, ça joue sur l'imaginaire. On a l'imaginaire des machines, une croyance qu'ils vont faire tout ça. C'est entièrement faux. La grande question derrière tout ça, je pense qu'on en reparlera, c'est qu'est-ce qu'on va déléguer à des machines? Dans l'éducation, qu'est-ce qu'on délègue à des humains et qu'est-ce qu'un humain délègue à des machines? Alors, en effet, on va y revenir progressivement dans ce TEDUC. Je voulais juste signaler à ceux qui nous écoutent de ne pas forcément trop alimenter le chat avec des questions complexes, mais plutôt de les garder pour 17h45 parce que sinon on va avoir une conversation parallèle sur le chat et pour moi ça va être très compliqué à suivre notamment. Donc je rappelle à tous qu'à 17h45 vous aurez la possibilité donc de poser directement vos questions et on va réserver peut-être le chat plus à des demandes de précision très précises auxquelles les intervenants peuvent peut-être répondre au fur et à mesure du TEDUC. Charles Tijus, vous souhaitiez réagir? Alors votre micro est coupé par contre. On ne vous entend pas. Il y a 3 questions là, très intéressantes. Celle de Thierry qui dit que c'est limité. Eric qui dit que la machine ne comprend pas l'élève. Et ça, je partage tout à fait ça. Hein, je partage tout à fait ça. Puis la troisième, c'est sur le diagnostic de la compréhension de l'élève. Hein, ça ne suffit pas qu'on a compris l'élève. Hein. Là, par exemple, vous avez remarqué, j'ai un fond d'écran. J'ai un fond d'écran et quand je bouge, en fait, il y a une analyse, il y a une sorte d'intelligence, entre guillemets, artificielle, hein, qui repère s'il y a quelqu'un et qui déplace en quelque sorte le fond par rapport à mon image. Alors ça, on peut se dire, c'est super, ça marche, mais ce qu'on fait très vite, ça crée des sortes de fantômes. Mais 2, si j'essaye de vous présenter mon iPhone, par exemple, vous voyez, il disparaît ici. Donc, c'est très limité. Il ne peut pas reconnaître l'iPhone pour le placer dans mon arrière-fond. Alors, il faut que je cherche, voilà, ça y est, vous le voyez, mais sinon comme ça, il disparaît. Donc, vous voyez, ce que la machine peut faire est très limité. Et donc Thierry a tout à fait raison. Là. Sur mon autre exemple qui est sur le phénomène de compréhension. Oui, alors vous insistez sur le parcours oculaire, hein, c'est ça? C'est ça. Donc là, je vais partager mon écran. Ça, c'est une expérience de la National Gallery qui a répliqué un peu ce que nous avions fait. Donc là, vous voyez, c'est le parcours oculaire de quelqu'un, ce sont les élèves, on a fait ça. Puis là, vous voyez, ça c'est l'exécution de Lady Jane Grey. Et là, vous avez donc le point rouge qui se déplace, hein, c'est le mouvement oculaire. Là, c'est une toile qui est une toile, donc c'est fixe, hein, c'est une image, mais qui raconte un événement. Il y a un avant, un maintenant et un après. Donc là, si vous avez déjà compris l'image, c'est qu'il s'agit de l'exécution de Lady Jane Grey. Vous avez le lord qui demande à Lady Jane Grey de bien pouvoir poser sa tête sur le billot. Vous avez le bourreau qui est en train d'attendre avec sa hache et vous avez autour les pleureuses. Maintenant, la personne qui est en train de regarder ça va parcourir l'image, mais on peut se demander à quel moment cette personne aura compris de quoi il s'agit. Mais pour comprendre de quoi il s'agit, il faut mettre en relation la tête de Lady Jane Grey et puis le billot. Et puis ensuite la hache, à ce moment-là, on comprend. Donc maintenant, si on suit le parcours oculaire, on va voir à quel moment la personne va mettre en relation et va comprendre. Maintenant, l'équipe de la National Gallery à Londres qui a recueilli des données là-dessus, hein, rapporte quelque chose de très intéressant. Ce sont 2 enfants qui discutent et puis il y en a, parce qu'ils ont installé un oculomètre fixe devant la grande toile, une très grande toile. Puis il y a un enfant qui dit « Oh, tu as vu la mariée ?» Qui dit « Ah oui, je vois Colin Maillard. » Donc, vous voyez, pour l'instant, ce sont des méprises. Hein, ce sont des méprises. Donc, ils n'ont pas compris. Brusquement, il y en a un qui dit « Mais tu as vu la hache ?»
oh, ils vont la tuer, ils vont l'exécuter. Alors, maintenant, vous avez des lignes de force, c'est-à-dire que si vous tracez des lignes, et ça, l'intelligence artificielle sait faire ça, c'est-à-dire mettre en relation ce qu'on appelle les lignes de force, par exemple la tête et le billot. Si vous poursuivez la ligne du billot, elle va encadrer la tête de Lady Jemgway. Maintenant, on peut se demander à quel moment la personne va comprendre de quoi il s'agit. Pour l'instant, la personne est en train de regarder les pleureuses, les visages, les mains, et passer à côté du billot. Elle regarde le bourreau, elle a peut-être vu la hache, elle regarde à nouveau les pleureuses, elle revient sur les différents, et maintenant, ce n'est que maintenant qu'elle met en relation, et après elle regarde la paille, et ça y est, on peut se dire, la personne a compris. Et donc, si quelqu'un, simplement, parce que maintenant vous avez des webcams, etc., donc on peut faire hein, le parcours oculaire avec une webcam, si vous avez ça, tant qu'on n'a pas mis en relation, mais ça, c'est pareil dans un texte. Hein. Si vous comprenez, pour comprendre un texte, il y a des mots qui sont plus difficiles que d'autres, et si vous passez à côté, ben, vous n'avez pas essayé le texte, c'est le mot important. Donc ça joue un jeu. Parce que là, on peut faire un diagnostic en disant, eh bien, et là, on peut conseiller à l'enfant de regarder, à l'élève, de regarder à nouveau l'image, et puis de pouvoir Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de méthodes sont vraiment utilisées en classe? Ces méthodes que vous avez développées, Charles Tijoux, est-ce que vous pouvez sortir du partage oui, d'écran, s'il vous plaît? oui. Alors ça, ce sont des choses qui sont en développement. Hein. Ce sont des choses qui sont en développement dans des projets, parfois vraiment dans des projets assez conséquents, voilà, mais pour des choses qui vont se mettre en place dans des années. On avait eu un projet sur le cartable électronique, par exemple, et on demandait aux enfants de dessiner l'interface, la première interface du cartable, qui pourrait être simplement une tablette hein, maintenant. Certains d'entre eux ont commencé par mettre l'agenda, par designer l'agenda. Et le fait qu'ils partent de l'agenda pour penser toutes les utilisations possibles de la tablette, ça montrait une certaine structure à partir de laquelle l'IA peut intervenir pour orienter en fonction de ce qui a été cliqué sur l'agenda. Donc l'idée, c'est Voilà, toujours d'observer les comportements pour en faire des conclusions qui permettent à la machine de proposer quelque chose de plus fin à l'apprenant. Tout à fait, il y a trois types d'IA en fait. Hein. Il y a l'IA dont on parle beaucoup actuellement, hein, qui est les réseaux de neurones, c'est-à-dire beaucoup d'associations. En entrée et en sortie, il faut énormément de données, ça mouline, et puis ça produit des choses. Et parfois, on ne les comprend pas très bien. Un des thèmes les plus en vogue actuellement, c'est sur l'explicabilité. Parce que l'IA il va fournir une solution, on dit d'accord, enfin comment il arrive à ça? Actuellement, ils utilisent ça pour dire combien vous allez payer d'assurance. Hein. Alors, si vous êtes d'accord, enfin, mais pourquoi mon assurance à moi n'est pas le même montant que celui de quelqu'un d'autre? Ou pourquoi la note que l'analyse automatique de la copie que je reçois n'est pas celle j'ai copié sur mon voisin, mais on n'a pas la même note. Comment ça se fait? Voilà. Et donc, il faut pouvoir expliquer tout ça. Et la machine n'y arrive pas. Donc ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est ce dont parlait Thierry, c'est supervisé, c'est-à-dire on décide des règles à l'avance et ça, on sait ce qu'on met dans la machine et donc on peut expliquer. Le troisième mode, c'est imiter l'humain, mais ça peut être de manière où la machine, elle imite bêtement ce que fait l'humain. Jérémy Camponovo, vous, dans les formations que vous proposez aux enseignants à travers l'Académie de Nice, est-ce que justement vous arrivez à évaluer où en sont les enseignants aujourd'hui? C'est-à-dire, quelles sont leurs demandes par rapport à ceux qui se questionnent sur l'IA? Est-ce que c'est finalement de savoir si on peut expliquer comment fonctionnent les algorithmes? Est-ce que c'est l'envie finalement de pouvoir en profiter en classe comme un assistant pédagogique ou au contraire d'intégrer ça à la pédagogie comme étant une manière de s'intéresser à la machine en général? Alors, en fait, pour les enseignants qu'on va recevoir nous en formation,
ce sont des enseignants qui ont envie de présenter des choses autour de l'intelligence artificielle à leurs élèves. Pourquoi? Simplement parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tous les élèves en ont dans leur poche, dans la vie de tous les jours. Et arriver à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, arriver à leur expliquer un petit peu ça, ça va permettre de les faire avancer pour qu'ils deviennent des citoyens éclairés. J'ai pu voir Gérard Giraudon il n'y a pas très longtemps en conférence, et il indiquait que la révolution de l'intelligence artificielle, la révolution sur l'information, elle est en cours, et elle va modifier profondément notre société. On est en plein dedans. Et donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut sensibiliser les gens, et commencer par les plus jeunes, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est cette sensibilisation-là qui va permettre de mettre un petit peu fin aux croyances, hein, et arriver à comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent ces outils-là, et gagner en acceptabilité, en fait. Donc, je pense que c'est un petit peu ça que cherchent les enseignants qui vont venir nous voir, plus que des outils pour la pédagogie, hein, puisque ça, à l'heure actuelle, moi, je ne suis pas capable de les aiguiller pour ça. Oui, Thierry Duville-Puyère, peut-être je vous laisse réagir. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il y a l'usage de ces outils d'assistance à la pédagogie est finalement assez restreint par rapport à cet enjeu qui serait finalement, comme vient de pointer Jérémy Camponovo, de sensibiliser et quelle est la part de l'un et de l'autre? En fait, vous avez aussi une vision un peu globale et mondiale aussi de ce qu'on appelle cette révolution de l'IA. Alors, appliquée à l'éducation, ça donne quoi? C'est vrai que donc, le point de Jérémy Camponovo est indispensable. Le monde est plein d'IA et plein de numérique, et de comprendre comment ça fonctionne, c'est évidemment une préoccupation qu'il faut partager. Mais effectivement, ce n'est pas notre angle d'attaque, si je puis dire. Moi, d'une certaine manière, l'intelligence artificielle, je m'en fous. En fait, ce n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est dont Évidence B, on fait des applications pour l'éducation, et on s'intéresse à l'éducation, c'est-à-dire à aider les enseignants à faire que les élèves progressent à travers les systèmes éducatifs. Donc, ce qu'on adresse, c'est les points de difficulté des systèmes éducatifs. Grosso modo, les systèmes éducatifs, ils se sont tous massifiés. Enfin, au début, c'était une histoire de personnalisation, l'éducation, hein. Il y avait des pédagogues pour des enfants de patriciens. Et puis, l'histoire de l'éducation, c'est une massification. Mais ce qu'on recherche, c'est que cette massification fait une éducation pour tous, qui n'est pas une éducation pour chacun. Vous avez des décrocheurs, vous avez des systèmes, tous les systèmes, quoique massifiés, ont une proportion forte d'élèves qui ne réussissent pas à maîtriser tous les savoirs. C'est 150 000 décrocheurs en France quand on est avant les élections, ça dépend ensuite, voilà. Mais c'est un décrocheur toutes les 6 secondes aux États-Unis. Enfin, grosso modo, cette difficulté qu'ont les systèmes à aider chaque élève, c'est ça le sujet qu'on adresse. Et une des promesses de l'IA, Charles faisait référence à un projet qu'on a fait ensemble il y a quelques années qui s'appelait ACEDU, adaptation du cartable électronique à chaque utilisateur. C'était ce Graal d'essayer de faire en sorte qu'on dote les élèves et leurs enseignants d'outils qui vont permettre, encore une fois, à chaque élève d'être débloqué, et pas simplement un groupe. L'algorithme que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle le bandit manchot, donc son petit nom, c'est le ZPD, zone proximale de développement, avec lequel travaille cet algorithme fait avec l'INRIA à Bordeaux, eh bien, c'est un algorithme qui va essayer d'allouer aux 30 élèves de la classe l'exercice le plus ajusté à la difficulté qu'il a. Quand on compare l'algorithme et l'enseignant, on voit l'enseignant, il va distribuer des exercices à l'ensemble de sa classe, mais pas vraiment à chacun. Et quand on suit, non pas la trace oculaire de l'œil sur la toile que montrait Charles, mais la distribution des exercices par l'enseignant, l'enseignant, il va distribuer des exercices finalement au départ simples et puis de plus en plus complexes, et il va enseigner sur le centre de la classe. Alors que l'algorithme, le bandit manchot qu'on met derrière Adaptive Math, par exemple, c'est le logiciel de maths qui est dans toutes les écoles en France, notamment dans l'Académie de Nice, il va suivre la progression de l'élève, et tant que l'élève ne maîtrise pas le début de la notion, il va continuer à lui allouer des exercices sur cette difficulté qui lui est propre et qu'on cherche à résoudre. Donc c'est ça la grosse promesse de l'IA appliquée aux apprentissages, c'est renforcer cette personnalisation pour que chaque élève en ait pour son compte. Et le pendant... Quels sont les retours? Parce qu'il faut dire que ces deux logiciels auxquels vous faites allusion, Adaptive Math et Adaptive Langue, sont en train, l'un comme l'autre, d'être plus ou moins massifiés, distribués massivement. Quel retour vous avez, vous, aujourd'hui, à Évidence B, puisque vous êtes attaché à la preuve et à la démonstration du fonctionnement, finalement, des retours? Parce qu'on sait aussi que il faut que, encore une fois, ça soit très partiel
pour que ça fonctionne. Donc, est-ce que ça aide vraiment et est-ce que ça aide, vous parlez des décrocheurs, c'est quand même un énorme enjeu. Je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui que l'IA va sauver la question du décrochage scolaire. Je pense que l'éducation, Eric Brouillard le sait mieux que tout le monde, est un domaine très complexe avec un grand nombre de paramètres. Donc, tous ceux qui prétendent avoir l'outil miraculeux ont forcément tort. En revanche, que chacun contribue, que les différentes palettes de dispositifs permettent de contribuer à améliorer le système, à n'en pas douter. Sur les logiciels qu'on est, il y a deux petits éléments que je voudrais partager sur Adaptive Langue et Adaptive Math. Oui, ça aide. Simplement, l'IA, pour nous, chez Évidence B, vient en renfort de quelque chose qui est extérieur à l'IA. Nous, on fait des modules sur ce qu'on appelle les core knowledge, les savoirs fondamentaux, le sens du nombre, le sens des proportions, le sens de la syntaxe. Et donc, c'est les sciences cognitives qui sont la racine de nos modules. L'IA vient renforcer des parcours qui sont d'abord conçus par des cogniticiens. Donc, c'est cette association des deux. Si vous mettez une IA sur des activités qui n'ont pas de valeur pédagogique, elles resteront inertes d'un point de vue pédagogique. Donc, c'est le renforcement entre l'IA et les sciences qui amène quelque chose. Et le deuxième point que je voudrais évoquer, donc on a des résultats, effectivement, il y a 500, donc tous les lycéens d'Île-de-France ont Adaptive Langue, et comme c'est des exercices qui sont très, on va dire, intuitifs, on progresse par itération avec un taux de succès, c'est-à-dire on a toujours 70% de succès pour passer à l'étape d'après. Excusez-moi, c'est utilisé en classe ou à la maison? Alors, le propre d'une activité pédagogique, c'est qu'elle est laissée à la liberté de l'enseignant. L'enseignant décide de l'utiliser soit avant la classe, pour préparer, ou en classe inversée, soit pendant la classe, tous ensemble ou en petit groupe, soit après la classe. Tous les scénarios sont utilisés et c'est très divers, la façon dont c'est utilisé selon les enseignants et selon leur champ pédagogique. Mais le deuxième point sur lequel je voulais insister par rapport à votre question de l'adoption, de l'adhésion et de l'efficacité, c'est aussi un point qu'a évoqué Charles Tijus sur l'explicabilité. Ce qui est important, et Eric Brouillard, je crois, l'a évoqué aussi, la question, c'est comment ce type d'outil se place dans les pratiques pédagogiques. C'est un outil, finalement, qui évalue pour le compte d'eux. Le travail de l'évaluation, c'est le métier de l'enseignant, c'est sa prérogative. On voit aussi, quand on fait des enquêtes sur le pratique d'enseignant, que c'est là où il passe le plus de temps, c'est ce qu'il aime le moins faire, donc c'est ce qu'on appelle un pain point quand on est dans l'industrie à traiter, c'est une difficulté. Mais c'était une vraie question qu'il faut résoudre. Et paradoxalement, là où on a eu le projet le plus avancé, c'est à Singapour, avec des écoles avec lesquelles on est en pilote avec le gouvernement de Singapour, qui s'appelle des Gifted Schools du gouvernement, et on pense que, grosso modo, les Français sont critiques et ils ne veulent pas la boîte noire, ils veulent de l'explicabilité, mais tous les enseignants du monde veulent savoir comment ça marche. Parce qu'ils veulent comprendre, effectivement, comment on note à leur place, comment on évalue à leur place, comment ça fonctionne, comment on ouvre cette boîte noire. Et c'est ça aussi, à partir du moment où on rentre dans cette démarche, on dit, c'est pas miraculeux, voilà comment ça fonctionne. Le clustering que j'ai évoqué tout à l'heure, voilà la data qu'il prend. Ben, l'enseignant comprend comment ça marche, comment ça lui fait gagner du temps, et en fonction de ça, va adhérer ou pas au dispositif. Donc oui, moi j'ai un regard assez positif à la fois sur l'adhésion des élèves et des enseignants, mais à un certain nombre de conditions. Pas raconter que c'est miraculeux, pas dire c'est une boîte noire, débrouillez-vous, on travaille pour vous. Donc voilà quelques éléments à partager là-dessus. J'ai l'impression que vous souhaitez réagir. Oui, parce que il y a un point très, très important que tu irais évoquer, c'est sur l'individualisation en fait que permet l'IA, hein, c'est-à-dire de s'adapter à chaque élève. Et la zone de développement proximal, ça c'est quelque chose qui a été développé en psychologie, mais qui est repris dans le jeu vidéo, en fait. C'est ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire que ça coûte tout simplement, et si le jeu vidéo est souvent addictif comme ça, c'est-à-dire que à chaque fois on propose aux joueurs, et ce qu'on va lui proposer va dépendre de ce qu'il a déjà fait. Il ne faut pas lui proposer quelque chose de trop difficile, parce que sinon il va arrêter, ni de trop facile, sinon il va s'ennuyer. Donc, il faut trouver la juste mesure de ce que l'élève est capable de faire, même en faisant un petit effort. Et puis, l'effort qu'on peut mesurer, etc. Et donc, cette notion de flow comme ça, qu'on trouve dans le jeu vidéo et qu'on pourrait, parce que c'est ce qu'on peut essayer de faire aussi, hein, ce qu'on parle de serious game, hein, c'est-à-dire que le jeu sérieux puisse servir à les apprentissages tout en ayant ces aspects liés au jeu vidéo. C'est une précision que je voulais apporter. Oui, avec cette idée que justement, il faut trouver l'équilibre entre l'effort et l'aide. Tout à fait. Je me demandais justement par rapport à ce que vous disiez, si on ne pouvait pas aussi insister sur cette question de l'évaluation. Est-ce que vraiment l'IA doit intervenir sur le champ de l'évaluation, et vous le rappeliez, Thierry Dupierre, qui est une prérogative de l'enseignant et qui est quelque chose de très important. Éric Brouillard, est-ce que c'est un domaine finalement dans lequel il y a une ouverture possible,
une demande, en fait, un besoin du côté du monde enseignant? Posé comme ça, c'est très difficile à répondre, en fait, avec tout ce que j'entends. En fait, ce que décrit Thierry, c'est de l'informatique avancée, il n'y a pas de souci. Si on trouve des algorithmes qui fonctionnent bien pour faire des travaux individuels de renforcement pour les élèves, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Le problème derrière, c'est la nature de l'école. Effectivement, les décrocheurs, c'est une autre question. Ce n'est pas l'IA qui va régler les décrocheurs. Ça, à mon avis, c'est purement une autre question. Le problème après, c'est l'école qu'on souhaite, c'est-à-dire une école où effectivement, s'il y a des élèves qui sont un peu dépassés, il faut pouvoir les aider. Donc, il y a une assistance plus ou moins personnalisée qui peut être là, mais il y a aussi l'assistance collective. Et l'école doit demeurer un lieu collectif. Il y a beaucoup de gens, et on voit bien ces tendances aux États-Unis, dans d'autres pays, de la surperformance. C'est-à-dire que derrière la personnalisation, alors quand vous regardez les sites web, c'est pire que tout. C'est ce que les gens prétendent en disant on va comprendre exactement les besoins des élèves, et on va intervenir, on va évaluer ce qu'il veut, on va lui donner exactement ce qu'il fait pour bien progresser. Et après, les meilleurs seront encore meilleurs et les moins bons seront encore moins bons. En gros, c'est ce qu'on sait d'ailleurs sur la technologie depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'en général, les technologies comme ça, elles accroissent les inégalités. Ça, on le sait très bien. Elles ne les accroissent pas si on fait des régimes compensatoires, c'est-à-dire, comme disait Thierry, c'est-à-dire s'il y a d'autres choses qu'ils font et si dans la classe, effectivement, les enseignants sont à même de pouvoir gérer cet ensemble de choses. Après, ce qui est derrière, moi, je n'aime pas le mot IA, mais derrière, en fait, ce qui est très important, c'est de comprendre finalement l'ensemble des données qui sont générées, la manière dont on peut les collecter, la manière dont on peut les traiter, la manière dont ces traitements donnent des choses qui peuvent permettre effectivement de prendre des décisions, d'intervenir, de gérer, de changer un certain nombre de choses. Ça, c'est tout à fait central. Et ça fait très longtemps. Et je crois que notre système scolaire, il a très peu d'activités qui permettent de gérer beaucoup de données. Je crois que c'est ça. En fait, c'est des trous dans le système scolaire. Et je trouve que ce que fait Jérémy Campaneau ou d'autres, c'est intéressant. Mais derrière ça, c'est bien ça qu'il faudrait produire. Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait qu'il y a peu de situations qui génèrent beaucoup de données? Est-ce que vous pouvez préciser? Toutes les situations, c'est-à-dire, je vous donne des exemples tout bêtes, où il n'y a pas forcément beaucoup de données. On a par exemple pas mal d'objets connectés sur Internet. Un objet connecté, c'est quelque chose qui prend de l'information et qui peut amener à faire des fonctionnements. Par exemple, on peut avoir des objets connectés qui vont vérifier la température de l'eau, qui vont faire ceci, cela, et à partir de là, ou un niveau de bruit, à partir de là, soit intervenir, soit effectivement donner de l'information. Et bien qu'on prenne l'habitude d'avoir un certain nombre d'objets connectés dans les classes, de voir ces fonctionnements et de voir qu'après, il y a des décisions collectives et sociales qui s'interpénètrent avec la technologie, à mon avis, oui, c'est central. C'est ça qui permettra de comprendre la technologie. C'est ça qui donnera un sens à cette technologie et des éléments pour que les élèves comprennent un petit peu ces technologies et la manière dont socialement on peut travailler avec ces technologies. Vous voyez, alors après, il y a des choses qui peuvent générer beaucoup de données. Vous avez des enquêtes, vous avez des données. Beaucoup de gens maintenant produisent des données qui sont directement accessibles. Donc, si vous voulez des données de santé, des données de plein de domaines, vous pouvez en récupérer plein. Pour l'instant, la plupart des élèves ne savent pas les traiter parce qu'on ne leur apprend pas à traiter ces grandes masses de données. Pourtant, il y a des logiciels qui savent le faire, etc. Jérôme Quirmont, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à votre expérience, vous, de rapport aux enseignants qui viennent vous voir avec leur classe? Est-ce que ce mythe de la boîte noire, il est encore très, très partagé? Alors, ouais, je dirais, enfin, c'est pas vraiment un mythe, c'est-à-dire que les systèmes d'intelligence artificielle qu'on utilise, qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, sont effectivement assez opaques pour leurs utilisateurs et parfois même pour leurs concepteurs. Ce qu'il y a, c'est que, bon, alors moi, ce que j'ai comme c'est pas tellement des enseignants qui effectivement veulent de l'IA dans le cadre de leurs activités quotidiennes. C'est le besoin auquel je réponds, c'est plus celui qui avait été mentionné tout à l'heure, de savoir que parce que les élèves vont avoir de l'intelligence artificielle autour d'eux, qu'ils en ont dans le smartphone, qu'ils en ont dans la poche, qu'ils en utilisent lorsqu'ils font de la traduction automatique pour X ou Y besoin. C'est une bonne chose qu'ils comprennent, et notamment c'est un enjeu de société majeur parce que au-delà de savoir à quoi et quand et comment l'intelligence artificielle va permettre par exemple de modifier la façon dont on fait de l'éducation, se posent aussi des questions un petit peu plus fondamentales avant sur le est-ce qu'on veut utiliser de l'intelligence artificielle pour automatiser telle ou telle tâche,
Est-ce que la technologie fonctionne mieux que des manières un peu plus low-tech? Par exemple, il y avait des systèmes qui avaient été évoqués d'intelligence artificielle et de clustering pour affecter à des élèves des problèmes qui correspondent à leur niveau. Et c'est quelque chose qui peut potentiellement aussi être fait. Enfin, l'intelligence artificielle a pas besoin d'être impliquée. C'est-à-dire, on peut avoir un système d'apprentissage pour les élèves avec des exercices de différents niveaux. Et quand un système détecte que qu'un élève a réussi 3 exercices d'affilée à un niveau, lui propose des exercices de niveau supérieur. Et c'est pas forcément quelque chose qui concerne l'intelligence artificielle, quoi. Donc moi j'ai plus le côté, est-ce que en jeu de société, est-ce que l'intelligence artificielle c'est quelque chose qu'on veut, comment ça marche et qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur et quelles décisions lui confier. Alors là-dedans, effectivement, l'explicabilité qui avait été mentionnée, c'est l'enjeu crucial puisque les intelligences artificielles contemporaines, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'IA, mais contemporaines ont ce gros problème c'est difficile de justifier, même quand on sait à peu près comment le système marche, pourquoi en particulier individuellement il a pris une décision plutôt qu'un autre. Et là où ça me semble effectivement très difficile, c'est pour l'évaluation. Pardon ? Vous avez un exemple, ce à quoi vous faites allusion ? Alors, on a déjà des problèmes, même sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle. Par exemple, quand on prend des exemples dans l'éducation comme Parcoursup, l'algorithme qui a été conçu pour succéder à l'algorithme d'admission post-bac qui était complètement obscur et inexplicable même pour un informaticien, on lui a proposé quelque chose qui était censé être plus justifiable en termes de décision, plus clair, et on a énormément de problèmes d'opacité des décisions et de critères utilisés pour manipuler un petit peu le résultat, parce que l'intelligence artificielle n'est pas forcément immunisée à la manipulation, quand un humain comprend un petit peu le système, et on voit en fait que c'est un petit peu la faiblesse, c'est un petit peu là que pêchent ces systèmes, et c'est beaucoup le point à surveiller. Jérémy, quand je pense que... Pardon, Oui. qui parlait ? Oui, c'est Eric Brouillard. Là. Allez-y. On a ça sur les jeux depuis très longtemps. Je me rappelle des études de Sherry Turkle sur un jeu où on crée en fait des civilisations, on gérait toute une civilisation. Elle expliquait que, en gros, le modèle sous-jacent, on ne connaissait pas, mais que ceux qui arrivaient bien dans le jeu avaient compris, par exemple, que si on augmentait les impôts d'une ville, on avait des révoltes. Donc, il ne fallait jamais augmenter les impôts. Mais on n'a pas accès au modèle sous-jacent. Depuis quelques années, il y a le problème sur ce que les Américains appellent le dessin intelligent, c'est-à-dire les gens qui sont contre l'évolution, qui font des jeux extrêmement intéressants, mais le modèle sous-jacent, c'est leur idéologie. C'est-à-dire qu'on a un contrôle démocratique absolument nécessaire sur les modèles sous-jacents aux jeux et sur les modèles sous-jacents aux intelligences artificielles, de la même manière. Parce que sinon, le risque, c'est qu'elles facilitent des choses, des objectifs sur lesquels on est opposé. Jérémy Camponovo, je voulais vous passer la parole parce qu'il me semble que vous travaillez du coup là plutôt en tant qu'enseignant avec vos élèves de 6e sur la question des biais de données. Alors ça, c'est une entrée qui peut stimuler énormément les jeunes. Oui, alors ça leur parle énormément. On a fait une petite expérience en utilisant un système en ligne qui permet d'entraîner un petit réseau de neurones. Et on a fait une petite expérience pour entraîner une IA à reconnaître un garçon d'une jeune fille. Et donc, au niveau des données d'entraînement, j'ai introduit volontairement des biais pour qu'on puisse en discuter avec les élèves. Donc, ce que l'on a fait, c'est que au niveau de l'entraînement, les jeunes filles que j'ai fait passer devant la caméra pour l'entraînement, j'ai pris que celles qui étaient relativement petites, et les garçons, j'ai pris les plus grands de la classe. Et donc, au niveau de la caméra, le fond qu'il y avait derrière les visages, pour toutes les jeunes filles, c'était le même fond, mais c'était ce qu'il y avait plutôt en bas du mur. Et puis pour les garçons, c'était plutôt le plafond et le même fond pour tous les garçons. Ce qui fait que cette IA, avec cet entraînement-là, elle arrivait très bien à reconnaître les garçons des filles, mais uniquement en étudiant le fond et pas les visages. Et donc, dès qu'on mettait un garçon un peu plus petit ou une fille un peu plus grande devant la caméra, eh bien, l'intelligence artificielle donnait un mauvais résultat. Et donc, le fait d'introduire ce biais, ça nous a permis de discuter avec eux des résultats que pouvait donner cette intelligence artificielle. Et ce n'est pas parce qu'elle donnait un bon résultat de temps en temps qu'elle avait vraiment compris ce que c'était qu'une fille et un garçon. Voilà. Et deuxième chose qu'on a pu faire pour cette reconnaissance entre jeunes filles et garçons, j'ai utilisé pour les données d'entraînement uniquement des jeunes filles qui avaient les cheveux détachés. Et pour les garçons, des garçons aux cheveux courts. Et donc là, l'IA arrivait très très bien à reconnaître
les garçons des jeunes filles, jusqu'à ce qu'on mette devant la caméra une jeune fille avec les cheveux attachés, qu'elle a détecté comme un garçon. Et le fait simplement de détacher les cheveux, paf, la détection s'est faite correctement. Et donc, ça permet vraiment de mettre en place une discussion avec les élèves qu'ils comprennent que les données doivent vraiment prendre en compte toute la diversité en fait, des cas possibles pour arriver à répondre de manière acceptable en fait, à toutes les situations. Et là où ça pose problème, c'est lorsque cette IA va être confrontée à un cas qu'elle n'a pas rencontré pendant l'apprentissage, en fait. L'idée, c'est de sensibiliser à cette idée qu'il y a un énorme travail en amont pour avoir une donnée de qualité sur une situation donnée. C'est des choses qu'on n'évalue pas forcément bien. J'aimerais qu'on dise peut-être un mot sur la question de comment les enseignants réceptionnent ces questionnements, puisqu'on a souvent tendance à dire qu'il y a une réticence parfois du monde éducatif, notamment en France, par rapport à cette idée de machine et de risque de substitution de la machine. Et puis peut-être on pourrait aussi aborder cette question avant de finir sur qu'est-ce qu'on délègue à la machine, qu'est-ce qu'il est intéressant de déléguer. Qui souhaite répondre, peut-être Thierry de Villepierre, sur la réticence des enseignants, parce que je sais qu'on le lit parfois beaucoup. Oui, et donc, enfin, voilà, c'est un sujet qu'on présente souvent sous cette forme-là. Encore une fois, avant de créer Évidence B, j'ai passé quelques années chez un de ces grands GAFAM, où on a des statistiques mondiales sur voilà, les adoptions et l'appréhension du numérique. Et de ce point de vue-là, c'est un préjugé qui me paraît faux. Voilà. Donc, les enseignants ont été une des premières populations actives équipées en ordinateur. En fait, ils sont tout à fait avertis, intéressés. En revanche, ils ont un métier et si ça les aide à préparer des cours, ils vont l'utiliser pour préparer les cours. Si ça les aide pas à faire cours, ils vont pas utiliser. Donc, de ce point de vue-là, le regard critique, c'est-à-dire à la fois l'adhésion rapide et à la fois le regard critique sur ces outils-là, elle est universelle. C'est-à-dire que grosso modo, c'est pour ça que je donnais l'exemple de Singapour, parce que de temps en temps, ça fait partie d'un pays un petit peu, voilà, qui est techno, finalement addictif ou qui serait naïf par rapport à ça. Non, la même question de regard critique sur cette boîte noire, comment ça fonctionne et qu'on ne leur raconte pas des histoires, c'est la même chose que la journée aujourd'hui à Marseille où je crois qu'il y a eu autour du numérique des débats sur voilà, l'intérêt du déploiement de ce type d'outils. Donc voilà, moi je crois qu'il y a une forte adhésion des enseignants. En revanche, les enseignants veulent savoir de quoi on parle, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et je maintiens, mais ça sera un autre débat, qu'effectivement, ça peut contribuer à aider les enseignants dans la lutte contre le décrochage. Je pense que l'évaluation, effectivement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la prérogative, on va dire, quasiment citoyenne, politique du ministère, etc. En revanche, une aide à l'évaluation, parce que notre intervenant tout à l'heure a évoqué le fait qu'on pouvait faire de la différenciation pédagogique avant l'IA. Et donc, ça s'appelle la différenciation pédagogique, d'avoir plusieurs gammes d'exercices, de savoir les distribuer aux élèves en fonction des difficultés. En revanche, il y a eu un colloque au CNESCO là, il y a quelques années sur la différenciation pédagogique en disant c'est simplement on n'a pas le temps de le faire. Pour un enseignant, ce qui est difficile, c'est ça, comment faire cours à 3 groupes d'élèves, à 5 groupes d'élèves ou à 30 élèves. Et du coup, c'est là que modestement, ces algorithmes, dans leur champ de compétences, sont des outils qui vont aider à cette démarche de différenciation, à gagner du temps, parce que dans tous les métiers, le numérique, en fait, il se déploie quand il fait gagner du temps sur une partie du métier. Excel, il gagne chez les comptables parce que vous gagnez du temps à utiliser Excel. Et dans l'éducation, c'est la même chose. Si ça vous gagne du temps sur quelque chose que ça fait pas mal, en vous disant comment ça fonctionne, vous adhérerez. Je ne sais pas si ça... Si. Après, il y a une question qu'on a légèrement abordée, mais un peu de biais, c'est la question de la formation des enseignants et du temps qu'ils peuvent avoir pour consacrer à cette formation et à embrasser un petit peu ces sujets. C'est vrai que la question, c'est est-ce qu'il faudrait avoir un peu comme pour le handicap, finalement, peut-être des enseignants référents ou en tout cas intégrer cette vulgarisation du numérique peut-être plus tôt aussi dans les cursus scolaires. Je pense que c'est des questionnements que pas mal de gens peuvent se poser aujourd'hui. Je vois que dans le chat, il y a quelques questions et qu'il est déjà 17h48, il me semble. Donc, la parole est aux participants. Si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, vous allumez votre micro et votre caméra directement, sauf si vous ne souhaitez pas être enregistré, puisque ce webinaire fait l'objet d'un enregistrement pour un replay ensuite. Donc, c'est à vous. Je vois une certaine Céline H. En quête d'information, de formation. Est-ce que c'est une question? Alors...
Bonjour. En fait, non, je précisais juste que j'étais tout à fait d'accord avec les propos de Monsieur de Villepillière. En fait, que c'est ça, je ne suis pas contre l'IA ou le numérique, c'est juste que comment je peux m'en servir, comment je peux l'intégrer dans ma pratique et comment ça peut me servir à gagner du temps et à servir mieux les élèves. Merci. Il y a une question de Marc. Comment peut-on inciter l'IA en LP alors que la fracture numérique est présente et constitue un gros handicap? Alors, qui peut répondre par rapport à cette question, la fracture? Alors, LP, il faudrait préciser en effet. Lycée professionnel. Lycée professionnel, voilà. Alors, qui souhaite répondre à cette limite? Moi, je de la fracture là-dessus, numérique? Oui. sur la fracture numérique, c'est-à-dire, bon, c'est effectivement quelque chose qui relève de politique publique. Les collectivités, on sait depuis les lois de décentralisation, on fait des très lourds investissements sur les équipements, que ce soit dans les établissements, que ce soit pour les élèves. Ensuite, ça va être différent d'une collectivité à l'autre. Donc oui, il y a un sujet par rapport à ça. Ce qu'on voit souvent, c'est que, encore une fois, la fracture, elle est moins numérique parce que l'idée n'est pas de faire du numérique tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est plutôt des débats, on en fait trop, mais c'est de façon ponctuelle au bon moment. Et si vous avez quelques exos à faire en maths et que vous le faites en CDI ou vous allez en médiathèque pour le faire parce que c'est ponctuel et c'est à bon escient, et c'est pour ça que c'est la question à laquelle je cherche à répondre et que posait l'enseignante juste avant, qui est la bonne. C'est-à-dire, voilà, en quoi, là, au bon moment, au bon endroit, il y a quelque chose qui va réellement aider un élève. Dans le cas du LP, nous, la région Île-de-France, donc a acheté Adaptive Langue pour tous les lycéens, elle a insisté pour qu'on ait une offre spécifique pour les LP. Et effectivement, on a une très grosse la ressource qui est la plus utilisée, c'est celle qui est en LP. Donc on voit qu'il y a un besoin clair et un appétit fort pour des populations qui ensuite sont souvent sur des métiers techniques dont ont un équipement. En fait, il faut pas. Je pense que c'est pas une vraie fracture. Merci. Marc, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole, mais il faut dire aussi que la fracture numérique, ce n'est pas forcément qu'une question d'équipement. Il y a aussi toute la familiarité qu'on peut avoir avec l'usage et des gens très bien équipés ou même des CSP+, ont parfois une grosse fracture numérique sur certains usages qu'on leur demande. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole, Marc, de vive voix. Sinon, d'autres questions ou d'autres réactions? J'essaye de voir tout le monde. N'hésitez pas à rallumer votre micro directement. Je suis un vicieux. Allez-y. Allez-y, Marc. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, juste pour rebondir sur ce que le monsieur de Évidence vient de dire. Enfin, moi, je suis un lycée professionnel. Hein. J'ai évoqué l'IA. L'IA, c'est une très bonne chose. Hein, c'est une très bonne avancée. On peut faire beaucoup de choses pédagogiquement parlant, on va dire. Le gros souci qu'on a dans les lycées professionnels, c'est que, outre le souci du matériel informatique, on a aussi, bon, la région fait beaucoup d'efforts. Je suis en région en Île-de-France. La région fait beaucoup d'efforts pour donner des tablettes, des ordinateurs, tout ça. Le souci, c'est quand les élèves ont du mal à savoir lire et écrire correctement, comment l'intelligence artificielle peut aider. C'est ça le gros problème qu'on a dans les lycées professionnels. Nous, on veut bien qu'on donne du matériel. Les enseignants sont friands d'informatique et tout, mais comment fait-on que l'intelligence artificielle puisse aider les enseignants du lycée professionnel à plus faire passer comment on appelle ça, les cours correctement à nos élèves. Voilà, par exemple, on a des machines numériques hein, qu'on utilise et ça fonctionne très bien, oui. Mais quand un élève ne sait pas lire correctement, il vient lycée professionnel, comment l'intelligence artificielle peut aider? Voilà ma grosse question, s'il vous plaît. Merci. Merci, Marc. Qui souhaite répondre à cette question sur la limite Je ne peux pas monopoliser la parole, mais j'ai quelques éléments de réponse. À la fois. Qui a levé la main, mais je vous laisserai la parole après. Allez-y, Thierry de Villepillière. D'accord. Non, mais du coup, grosso modo, à la fois, on voit que ces populations ont un usage du smartphone. Enfin, il y a un numérique intuitif sur lequel il y a très peu d'obstacles. Et donc, la question que vous posiez sur la formation des enseignants ou là, du cas d'élèves qui ont des difficultés d'accès à une UX complexe, moi, j'ai tendance à la prendre pour moi. C'est du côté des industriels à qui il appartient d'avoir une UX, un design, et qui soit le plus intuitif possible. Le fameux one-click de Steve Jobs. Enfin, donc là, il y a un premier travail de ce côté-là. Ensuite, ça ne répond pas à la question. Il y a la question de l'accès simple à l'outil. Et ce
qui ne contredit absolument pas tout ce qui a été dit sur le regard critique sur comment ça marche. C'est pas parce que c'est transparent qu'il faut pas comprendre comment cette transparence, de quoi elle est le fruit. Et ensuite, sur les langues, par exemple, qui se développent en lycée professionnel, notre adaptive langue, une des difficultés sur la maîtrise de la langue française. Grosso modo, la France, et c'est pas le cas dans toutes les langues de tous les pays du monde, pense que c'est la maîtrise de la grammaire avec sa nomenclature savante qui est un prérequis pour être maîtrisé. Ce que disent les cogniticiens, c'est que l'humain, le bébé humain, est nativement doué pour les langues. Et donc, avec une approche comme ça, intuitive, itérative, par des petits exercices, nous, c'est un chatbot qui est guidé par l'IA, eh bien, toutes les phrases qui sont proposées ne requièrent aucune des dénominations, épithètes, attributs ou circonstanciels, etc., pour progresser dans la maîtrise, dans la compréhension de la langue. Donc ça, c'est une approche pédagogique qui va permettre aussi d'anticiper où sont les blocages, quels sont les freins, y compris pour les populations dont parlait Marc, pour que à la fois une interface simple et à la fois une progressivité dans l'avancée dans le logiciel permettent à chacun d'y avancer par succès. Comme Eric Bruyard l'évoquait pour les jeux vidéo, ça marche dans les jeux vidéo, c'est ces techniques-là qu'on adopte. Donc il y a une petite zone et dès qu'on les maîtrise, on passe à la zone suivante, on monte le niveau d'une certaine manière, mais avec des principes cognitifs. C'est-à-dire, c'est avec des linguistes qu'on a travaillé pour que, au départ, c'est des phrases simples qu'on maîtrise et petit à petit, on arrive à comprendre les composants de la phrase, rien qu'en manipulant des objets. Donc, il y a des approches pédagogiques comme des approches UX qui permettent d'apporter des réponses à la question de Marc. Vous souhaitiez réagir également, répondre à Marc peut-être? Oui, compléter pour dire qu'en fait, l'IA, la meilleure chose qui arrive à l'IA et qui puisse nous arriver, c'est que l'IA serve aux apprentissages. Mais lorsqu'on utilise une IA pour l'apprentissage, et en général l'IA, c'est Michel Serres qui le dit, il y a une sorte d'externalisation de nos fonctions cognitives, c'est-à-dire que l'IA va faire à notre place. Et ça, c'est quelque chose qui risque de, si on ne fait plus, si on n'a plus besoin de faire. Si vous allez en Chine, j'étais en Chine, j'ai pas vraiment envie d'apprendre le chinois parce que j'ai l'appli, je tape en français, ça me traduit en chinois, je le montre, ça, tu peux même le prononcer, etc. Et donc, il n'y a pas besoin. Donc, ça agit sur la motivation et ça fait à notre place. Faire notre place, ça va vraiment à l'encontre des apprentissages. Et de plus en plus, c'est arrivé aussi avec une étude pour un devoir qui était censé être avec un IA, etc. On tape sur Internet, on retrouve le devoir et on retrouve sa correction. Donc, donner à des élèves comme ça qui se disent, tiens, non, le devoir, je regarde sur Internet, je le retrouve, et voilà, et je le redonne. Et ça, la voiture autonome, par exemple, c'est une voiture qui conduit à votre place. Si quelqu'un utilise la voiture autonome au bout d'un certain temps, et puis à un moment donné, la voiture lui dit, il ne peut plus, est-ce qu'il n'aura pas perdu une partie de ses compétences à conduire, etc. Donc les jeunes qui écrivent des SMS avec n'importe quoi que nous, adultes, on n'arrive pas à les relire, si vous leur dites, d'accord, mais enfin, tu n'es pas en train de d'écrire en français, là, c'est quoi ce truc-là? Ils disent, si je prends telle application, à ce moment-là, ils corrigent tout ce que je tape, et donc, de toute manière, j'aurai un texte. Donc, voilà, ce que vous dites, c'est qu'il faut veiller à produire des intelligences artificielles qui ne sont pas non plus, qui nous décérébralisent pas trop. Mais malheureusement, on risque de devenir des couch potatoes, c'est-à-dire des systèmes qui font pour nous. Est-ce qu'on se va ouvrir une porte lorsque la porte nous reconnaît, il s'ouvre automatiquement, etc. Et ça empêche, même si quelqu'un vole votre clé, de ne pas pouvoir entrer, etc. Si on regarde tout ce qui se développe et qui a un grand succès, c'est surtout de l'externalisation de fonctions cognitives. Qui d'entre nous connaît le numéro de téléphone de sa maman? Personne. Évidemment, on a le smartphone. Le jour où vous perdez votre smartphone, vous allez voir à quel point, voilà, tout ce que vous avez délégué à la machine, mine de rien. Donc là, ça c'est vraiment… Mais que ça serve à l'apprentissage, c'est super, en quelque sorte, parce que ça va à l'encontre, justement, de cette externalisation. Voilà, mais il faut que ça serve à l'apprentissage. Mais il y a aussi cette partie qui est là quand même, c'est-à-dire… et qui est boîte noire, effectivement, parce que ça continue à faire des choses à notre place.
Donc, il faut vraiment veiller à ça. Parce que Il faut trouver le bon dosage. Est-ce qu'on a dans la salle des enseignants qui souhaitent témoigner peut-être de leur pratique, soit d'intégration de l'intelligence artificielle dans des projets, soit d'utilisation de logiciels, ce qu'on a évoqué ce soir? Est-ce qu'on a des témoignages qui pourraient venir nourrir ce débat, notamment de ce qu'on délègue ou pas? Est-ce que n'hésitez pas à rallumer votre micro, votre caméra ou à lever la main. Je n'ai pas forcément vu de main levée. Ben, si, j'ai vu. Alors, attendez. Éric Brouillard, vous souhaitez réagir? Oui, parce que, en fait, je veux dire, moi, je suis trop vieux maintenant, je vais prendre ma retraite parce que je commence à fatiguer, parce que ces discussions-là, on les avait il y a 30 ans. C'est de l'informatique, tout ça. L'externalisation, c'est de l'informatique. L'informatique, elle progresse. En gros, on a un rapport maintenant avec le numérique qui est très différent parce qu'on a des civilisations qui ont énormément bougé avec tout ce qui est derrière. Le jeu de Nîmes, par exemple, c'était quelque chose de très utilisé dans les années 75 dans le laboratoire de Papert, quand on développait Logo. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, tout ça. C'est de l'informatique. Après, il y a quelques spécificités IA, mais la plupart, c'est l'informatique. Et en gros, ce qu'on reproche, c'est qu'on n'a jamais bien formé les enseignants. Donc, à chaque coup, le même problème se repose. Il y a toujours des innovateurs qui vont trouver plein de choses intéressantes à faire dans les écoles, qui vont se poser des questions. Les technologies ne pourront pas répondre à tout ça, elles ne répondront qu'à des petits bouts, elles ne pourront pas répondre à l'ensemble. Donc, il faut le savoir. Malheureusement, on est mal parti pour former suffisamment bien les enseignants pour qu'ils intègrent de manière intéressante, intelligente pour eux dans l'éducation. Et la substitution des enseignants par les machines, il faut arrêter, ça n'existe, on sait depuis très longtemps, ce n'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, on prolétarise le métier d'enseignant. C'est ça le risque des technologies. Et on l'a vu dans pas mal de domaines. C'est-à-dire que les tâches les plus intéressantes vont être captées par les machines et on va recruter des gens moins bien payés, moins qualifiés parce que les machines vont prendre une part. Ce n'est pas la substitution. C'est beaucoup plus dangereux. Et tout l'enjeu, c'est effectivement comment on assure qu'on ne délègue pas trop aux machines et que les enseignants, les personnes gardent un petit peu le contrôle, le lien avec l'ensemble des élèves et qu'on puisse bâtir cette société. L'éducation, c'est ça, hein, c'est bâtir une idée collective. Voilà. Alors, il y a des questions dans le chat sur la différence entre l'IA et… Alors, l'IA relève forcément de l'informatique, mais quand vous dites ce n'est pas de l'IA, c'est de l'informatique, finalement, les enseignants, s'ils veulent apprendre à leurs élèves ou leur donner des clés de sensibilisation, ils doivent commencer par quoi? Jérémy Camponovo, en fait, vous pouvez répondre à ça. Il y a un JK qui dit tout ce qui est IA est informatique, mais tout ce qui est algorithme n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'IA. Alors, en fait, on va pouvoir expliquer certains algorithmes d'intelligence artificielle même sans utiliser d'informatique. Donc, tout ce qui est IA est informatique. On pourrait même en discuter un petit peu. Alors, en fait, c'est la limite en fait, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui relève de l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui n'en relève pas? C'est vraiment quelque chose qui est… c'est très difficile à répondre à ça. C'est débattu, quoi. Rien que moi, dans le petit cercle autour de moi, autour de Nice, je collabore dans deux projets. Donc, la maison de l'intelligence artificielle qui est à Sophia Antipolis et donc le collectif Terra Numérica qui est composé de chercheurs du CNRS, de l'INRIA et de l'université. Et en fait, ces deux projets-là travaillent autour de l'informatique. Terra Numérica avec un champ un petit peu plus large et la maison de l'intelligence artificielle purement sur l'intelligence artificielle. Et la collaboration entre les deux a été extrêmement difficile simplement à cause de la définition d'intelligence artificielle qui était différente entre chacun des points de vue, quoi. Voilà. Donc, comment aider les enseignants là, qui nous écoutent ce soir? Parce qu'il y a aussi des questions sur la blockchain. Alors, ça pourrait être… Voilà, il y a des personnes qui parlent d'essais-erreurs jusqu'à obtenir une stratégie gagnante. Donc, voilà, finalement… En fait, sur le jeu de Nîmes. Oui, ça c'est pour le jeu de Nîmes. Pour le jeu de Nîmes, Voilà, donc là, on va avoir un algorithme qui va fonctionner avec des probabilités et puis lorsque la machine va gagner, elle va recevoir des récompenses pour augmenter la probabilité de refaire ces choix-là. Et lorsqu'elle va perdre, elle va recevoir une pénalité. Et en fait, on peut expliquer un certain nombre de choses avec ça.
On va pouvoir même montrer la différence entre un algorithme d'apprentissage supervisé et un algorithme d'apprentissage non supervisé, puisqu'on va pouvoir faire tourner cette activité en faisant jouer la machine contre elle-même, en faisant jouer la machine contre un humain. Et ensuite, en discutant un petit peu des solutions historiques donc pour le jeu d'échecs ou pour le jeu de Go, les parties qui ont été jouées entre les machines et les grands maîtres, on va pouvoir intégrer, mettre en place des discussions assez intéressantes avec les gens. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ou des témoignages, vous qui nous écoutez? Sinon, moi, j'avais une petite question sur ce qu'on appelle les tableaux de bord de données. Thierry de Vulpilia, on en avait parlé pour préparer ce TEDUC. C'est quelque chose qui est en expérimentation aujourd'hui, notamment à Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que c'est ces tableaux de bord? Est-ce que c'est un outil d'avenir qui sera finalement indispensable aux enseignants de demain? Je pose délibérément la question comme ça, mais peut-être on peut préciser ce que c'est déjà. Le pendant du parcours adaptatif pour l'élève, donc des exercices qui s'enchaînent pour lui de façon appropriée, c'est le tableau de bord pour l'enseignant. Donc c'est l'espace où il va voir afficher sa classe et les progressions de chacun de ses élèves, voir les groupes, ce que j'évoquais à propos du clustering tout à l'heure, d'élèves qui ont des profils similaires, voir, et quand les tableaux de bord sont bien faits, il y a des tas de toute l'industrie EdTech s'est emparée de ce sujet. Au départ, c'était une masse d'informations qui allait noyer l'enseignant. Nous, on a travaillé avec l'UCL à Londres sur le tableau de bord et avec le lycée Paul Valéry à Paris. Et donc, l'idée, c'était d'avoir plutôt un tableau de bord de chevaux avec quelques indicateurs qui vont aider à la décision pédagogique et pas un tableau de bord de Boeing. C'est d'avoir des informations utiles à l'enseignant, utiles à la décision pédagogique. C'est ça, c'est le reflet de l'IA pour un pilotage de cette pédagogie différenciée. L'ouverture de la boîte noire, c'est aussi là-dedans. Le tableau de bord doit dire, d'une certaine manière, parce que c'est ça qu'attendent les enseignants, pourquoi est-ce qu'il affiche ça? Pourquoi est-ce que cet élève est bloqué? Ou pourquoi ce groupe d'élèves travaille de la même manière? Donc, le plus on est explicite par rapport à ça, le mieux il est aidé dans cette espèce d'aide à l'évaluation qu'amène l'IA, ni plus ni moins. Donc oui, le tableau de bord, c'est la clé d'entrée pour l'enseignant par rapport à ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on n'a pas forcément parlé on a parlé des décrocheurs rapidement, mais on n'a pas forcément parlé des publics spécifiques. Charles Tijoux, vous êtes en plein dans une expérimentation, je crois, concernant les classes Ulysse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que ça peut peut-être intéresser aussi les personnes qui nous écoutent ce soir. Les classes Ulysse, c'est donc pour les ESH, les élèves en situation de handicap, qui ont des AESH qui les accompagnent, des assistants, des élèves en situation de handicap. Et là, c'est un projet c'est sur l'inclusion. Parce que l'élève en situation de handicap, lorsqu'il est dans une classe normale ou même dans une classe Ulysse, parce qu'il y a différents niveaux à ce moment-là, la classe Ulysse regroupe tous les élèves en situation de handicap. Là, c'est quelque chose à faire. Comment est-il possible que l'élève qui n'arrive pas là à faire ce qui est demandé ne s'exclut pas? Alors là, c'est l'idée de tablette jumelle, c'est-à-dire que l'AESH a une seconde tablette et peut intervenir sur la tablette de l'élève, soit pour lui fournir des indications, soit pour fournir la réponse directement, ce qui fait que l'élève peut poursuivre. Donc, c'est l'aide de l'AESH pour l'ESH qui se fait via la tablette. Maintenant, on peut penser que derrière, si vous avez un système qui recueille, disons que l'intelligence artificielle, c'est bien plus simple que ce qu'on ne pense. Bon, parce que vous avez un système qui dit qu'à chaque fois que l'élève a une impossibilité de faire quelque chose et que l'AESH intervient pour fournir une solution, le système emmagasine toutes ces informations. Si la chose se répète, eh bien, à l'identique, par exemple, ça peut être le système qui fait à la place de l'AESH. Si le système trouve une sorte de règle que c'est constamment sur les verbes du premier groupe qui ne sont pas accordés, que ça se fait, etc., le système peut intervenir à ce moment-là. Donc on voit, c'est souvent soit à partir de règles, soit à partir d'observations, soit à partir de données
etc., que le système. C'est-à-dire, faut pas non Mais là, plus. l'idée de la double tablette, c'est d'essayer d'alléger le travail de l'AESH parce qu'elle a C'est ça. trop d'élèves à suivre, c'est ça? Non, 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 de l'intelligence qui pourrait intervenir là. Non, Oui, non, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine que l'AESH fasse quelque chose pour l'élève si la tablette peut le faire. bien sûr. Et comment la tablette pourrait-elle le faire? La tablette Oui, de l'élève, hein. Eh oui, oui. bien, parce que la tablette a repéré toutes les fois où l'AESH intervenait. Hmm. Et donc, si l'AESH intervient toujours de cette manière-là, alors la tablette peut prendre la main. Donc, le système à double tablette est expérimental pour qu'ensuite la tablette de l'élève soit intelligente. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée, avec le risque que, que si c'est la tablette prend en main ce que fait l'AESH, alors que devient l'AESH. Enfin, il faut toujours Oui. avoir ça, Oui. c'est-à-dire D'ailleurs, dans que le chat, ce sont aussi ses compétences. On a toujours une sorte d'externalisation de ses compétences. Les compétences qu'elle a pour aider l'élève en situation de handicap, si c'est la tablette qui le prend en charge, l'assistant n'a plus à le faire, quoi. Donc ça rejoint la problématique d'Éric, tout ce qu'il disait. Mais on a d'ailleurs un commentaire là-dessus dans le chat. L'usage de la tablette par l'AESH peut quand même soulever la question du rapport à l'humain et de la proximité. Donc la question, là encore, dans ce type d'expérimentation, c'est comment la tablette intelligente va peut-être soulager l'AESH sur certaines tâches, mais lui laisser quand même le champ libre pour approfondir peut-être d'autres tâches que la tablette est incapable de mener, par exemple. On pourrait le voir comme ça, si on veut le voir Il ne faut positivement. surtout pas parler de tablette intelligente, sinon l'intelligence, c'est la reproduction de comportement. L'erreur, très souvent, c'est ça, c'est qu'on confond l'apprentissage, on confond les données qui permettent de comprendre l'apprentissage. Elles ne sont pas nombreuses. Et ce que peut faire Thierry, oui, il y a ça. La plupart du temps, on a plein de données de comportement. Et on veut inférer des apprentissages sur les données de comportement. On peut dresser des gens, on peut changer les comportements. Ça, c'est les nudges. Ils ont des techniques pour le faire, c'est des trucs simples. Prenons les MOOC. Les MOOC, la promesse en 2011, c'était on va avoir des milliers, des centaines de milliers d'étudiants, on va tracer tout ce qu'ils font, on va les faire plusieurs fois, et une fois qu'on aura fait ça plusieurs fois, on aura des systèmes, des dispositifs d'enseignement super intelligents qui permettront d'enseigner à tout le monde. Alors, je rappelle que les MOOC, c'est des systèmes d'enseignement en ligne, des plateformes à distance. Voilà. Et qu'on trustait des millions et des millions de données. Et on a travaillé avec les personnes au MIT, avec d'autres. Et en gros, la conclusion, c'est qu'ils ont des téraoctets de données sur ce que font les gens, mais aucun sur ce qui leur permet de comprendre. Rien. Et ça tourne en rond. Par contre, faire des trucs ciblés et systématiques, ça, bien sûr, ça peut être utile. C'est ça le problème. Cette différence très importante entre étape d'apprentissage et comportement humain. Charles Tivu, vous souhaitez réagir? Oui, dans le sens d'Éric, avec l'Université de Strasbourg, on est sur… ça tourne déjà. C'est-à-dire que lorsqu'un élève a quelque chose à faire pour avancer, c'est basé sur le système des fourmis, c'est-à-dire que c'est l'élève, l'étudiant, c'est pour les étudiants, là, a le choix entre faire plusieurs choses. Excusez-moi, vous parlez des MOOC, on a quitté la… MOOC, on parle des MOOC, parle des MOOC, là, parle des MOOC. Parce que le MOOC, il y a plusieurs MOOC possibles. Il y a, dans un MOOC, vous avez des exercices à faire, vous pouvez participer à un groupe d'élèves, un groupe d'étudiants, vous pouvez aller au… Enfin, il y a plein de vidéos augmentées, d'augmentation donc des vidéos, et puis des choix. Maintenant, si pour conseiller un étudiant, on regarde, est-ce qu'il y a eu d'autres étudiants qui se sont trouvés dans cette situation-là, qui ont eu le même parcours avant, donc qui regardaient tel MOOC et ensuite tel autre MOOC, et qui maintenant doivent choisir un troisième MOOC, ou à l'intérieur de MOOC doivent choisir entre participer à ci ou à ça. Eh bien, le système va lui conseiller ce qui a mené à la réussite d'autres étudiants. Donc, c'est simplement associatif. C'est simplement, là, c'est une règle qui dit on a beaucoup de données. Si l'étudiant a des choix, alors à ce moment-là, on regarde ce qu'il a déjà fait, on compare avec ce que d'autres étudiants ont déjà fait, et on va lui conseiller ce qui a mené à la réussite des autres étudiants. Oui, et là, il ne s'agit pas de comportement, mais de parcours d'apprentissage, si je comprends bien. Oui, mais ça relève de comportement. Alors, Éric Bruyard. Ben non, c'est des parcours tout petits, en fait. Un très bon exemple, c'est au Mexique, ils ont fait beaucoup de MOOC, et ils ont regardé toutes les variables pour voir s'ils pouvaient regarder quelque chose. Et la seule chose
pour voir ceux qui ont réussi, justement. Et la seule variable qu'ils ont trouvée, c'est que ceux qui réussissaient le mieux, c'est ceux qui mangeaient du poulet. Bien évidemment, ils sont incapables d'expliquer pourquoi. Ils ne sont pas sponsorisés par Kentucky Chicken. Hein. Voilà. Après, on peut voir, il y a peut-être des rêves cachés, il y a peut-être des choses comme ça, mais je veux dire, la difficulté, c'est qu'une abondance de données sans modèle pour savoir comment on apprend, comment on comprend, etc., ça ne nous mène à rien la plupart du temps. Et il faut justement développer des modèles didactiques, des modèles de compréhension, tout ça. La recherche, elle est très importante là-dessus. À partir de là, on a des modèles sur des petits bouts. C'est sûr que s'il y a des gens qui réussissent avec des parcours sur des domaines ciblés, on a tendance à proposer des parcours. Et pour certains, ça marchera très bien, mais on est prudent derrière tout ça. Voilà, c'est très compliqué. C'est pour ça que ce recours à l'IA, à l'intelligence, fait croire que voilà, on va arriver à régler un tas de questions. Non, ça règle des questions petites, intéressantes, mais pas plus que ça. Merci. Alors, il y a 2 petites questions dans le chat. On va essayer d'y répondre très rapidement. Jérémy Camponovo, on vous demandait des détails sur la maison de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? C'est un espace, voilà, c'est un espace culturel. De quoi il s'agit? Oui, alors c'est un espace de médiation scientifique qui a été financé par le département des Alpes-Maritimes. Et en fait, l'objectif de ce lieu, c'est de sensibiliser 75% des collégiens des Alpes-Maritimes aux IA à échéance 2023. Donc, on a mis en place un certain nombre d'activités dans ce lieu-là. On a quelque chose comme à peu près 600 mètres carrés sur 3 espaces, avec donc, des activités qui sont proposées, des médiateurs scientifiques. Et en fait, on est en train de trouver des solutions de manière à pouvoir toucher plus de collégiens, donc en allant en travaillant avec les CDI dans les collèges, par exemple, sur des expositions, des mallettes pédagogiques à délivrer dans les collèges avec un accompagnement des enseignants. Voilà. Je mettrai le lien dans les ressources du PDF de synthèse de ce TEDUC. Il y a une autre petite question aussi. Voilà, nous sommes un espace de dynamique d'insertion, un EDI existant seulement en région Île-de-France. Nous avons des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés cumulant différents freins. Beaucoup ont décroché avec la formation à distance mise en place avec les confinements. Nous avons des jeunes qui fonctionnent dans la réalité virtuelle et qui les isolent. Pour ces jeunes, l'humain est important. Par contre, l'IA pourrait aider les directeurs à faire des bilans. Donc là, il y a l'idée que finalement, on est plus dans l'IA qui serait une aide à la direction plutôt qu'une aide sur le terrain à proprement parler. Il est déjà 18h17, donc il faut qu'on rende l'antenne, comme on dit. Je vous remercie tous les 5. Je remarque que ce soir, j'étais la seule femme. Je pense que c'est ça aussi une problématique autour de l'informatique, c'est qu'il faut aussi ouvrir les portes et que les femmes s'emparent de ces sujets beaucoup plus. Mais voilà, on a essayé d'y veiller, mais on n'a pas réussi à faire une table ronde mixte ce soir. Merci en tout cas à tous les 5 pour vos interventions. Et donc, je rappelle à tous que les références qui ont été citées dans le chat seront intégrées dans la synthèse que je vais rédiger d'ici quelques semaines. Merci à tous d'avoir suivi ce TEDUC. J'en profite pour vous annoncer que le prochain aura lieu le 18 mai et sera consacré au thème suivant, milieu social et réussite en sciences. Voilà, un autre vaste sujet. Et merci encore à tous de nous avoir suivis ce soir. Le replay sera disponible bientôt sur la page YouTube de la Cité des Sciences. Bonsoir à tous. Merci à vous. Merci. Merci pour vos interventions. Au revoir, merci. Au revoir.